J'étais au garde à vous dans mon uniforme de cérémonie, mon diplôme à la main. Les flashs des appareils photo crépitaient tout autour de moi, et, au premier rang, les 2 sièges réservés à mes parents étaient vides. Ce soir-là, alors que je portais encore mon uniforme, ma sœur a publié une photo en ligne. Des ballons, un gâteau avec un glaçage blanc. Mes parents qui riaient, et ma mère, berçant le chien de la famille dans ses bras, comme un nouveau-né. La légende disait, le meilleur anniversaire de tous les temps. J'ai fixé cette photo pendant près de 10 minutes, avant de comprendre une vérité, une chose qui a changé le reste de ma vie, l'anniversaire du chien comptait plus pour eux que le mien ne l'avait jamais fait. Je m'appelle Zoé Campbell. Je suis major dans l'armée de terre des États-Unis. Et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que si je travaillais assez dur, si j'accomplissais assez de choses, si je me rendais assez impressionnante, mes parents finiraient par me regarder de la même façon qu'ils regardaient ma petite sœur, Emily. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre qu'aucun accomplissement n'allait jamais m'acheter ce regard. Il n'était, tout simplement, pas à vendre. J'ai grandi dans une maison qui sentait les fleurs fraîches et la vieille fortune, dans une ville où notre nom de famille signifiait quelque chose. Mon père, Richard Campbell, avait bâti un empire immobilier à partir de rien, et il s'assurait que tout le monde le sache. Ma mère, Linda, dirigeait notre maisonnée comme une production théâtrale, toujours soucieuse de ceux qui pourraient observer. Et, dès le moment où j'ai été en âge de saisir la différence entre être aimé et être toléré, j'ai compris qu'Emily était la vedette de cette production. Et moi, j'étais quelque part en arrière-plan, tenant un accessoire. Je me souviens, j'avais 12 ans, je me tenais dans la cuisine avec un certificat à la main. J'avais remporté le premier prix d'excellence de mon année, sur toute l'école. J'avais couru jusqu'à la maison, à bout de souffle, certaine que ce serait le grand moment. Mon père l'a regardé, a hoché la tête une fois, puis est retourné à son journal. 2 semaines plus tard, Emily a ramené un ruban de participation pour un concours d'orthographe, un concours où elle ne s'était même pas classée, et ma mère a organisé une petite fête. Il y avait des ballons, cette fois-là aussi. Je me tenais dans un coin de notre salle à manger, du haut de mes 8 ans, confuse, me demandant ce que j'avais bien pu faire de mal. Cela n'a jamais cessé. Ni au collège, ni au lycée, ni lorsque j'ai été acceptée dans une excellente université. Ni lorsque j'ai décidé, malgré la désapprobation silencieuse de tous, de devenir officier dans l'armée, au lieu de poursuivre une carrière plus sûre, plus douce, qui aurait paru plus convenable lors des dîners mondains de mes parents. Mon père ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Il disait des choses comme « C'est un choix inhabituel pour quelqu'un comme toi, et j'espère que tu sais ce que tu fais. » Emily, pendant ce temps, arrivait à peine à conserver un emploi dans la vente plus de 6 mois, et mes parents disaient d'elle qu'elle était un esprit libre, cherchant sa voie. Puis, j'ai rencontré Daniel. Daniel Brox ne ressemblait en rien aux hommes que mes parents me présentaient, discrètement, depuis mes 22 ans. Il était le fils d'un électricien, et il enseignait l'histoire dans un lycée public, à 40 minutes de la ville. Le genre de travail qui implique de corriger des copies le vendredi soir, avec un salaire qui a fait tressaillir le sourcil de ma mère, la première fois qu'elle lui a posé la question au cours d'un dîner. Mais Daniel était un roc. Il écoutait quand je parlais, au lieu d'attendre son tour pour prendre la parole. Il se souvenait de petits détails à mon sujet, des choses dont je n'avais même pas réalisé l'importance, jusqu'à ce qu'il les évoque des mois plus tard. Il me faisait rire, d'une manière qui ressemblait à une longue expiration, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années. Mes parents l'ont détesté immédiatement. Je me souviens encore d'être assise dans le bureau de mon père. L'odeur du cuir et des vieux cigares était épaisse dans l'air, lorsqu'il m'a dit froidement, sans même avoir la courtoisie d'adoucir ses mots, « Notre famille n'épouse pas des gens comme lui. » Pas de « Nous nous inquiétons pour toi », ni de « Parle-nous un peu plus de lui. » Juste une déclaration catégorique, comme s'il parlait d'avoir embauché le mauvais entrepreneur pour un projet de construction. Je me souviens de la façon dont ma poitrine s'est serrée, de l'effort conscient que j'ai dû faire pour desserrer la mâchoire, avant de pouvoir parler. Je lui ai dit que j'allais épouser Daniel, peu importe ce qu'il en pensait. Et mon père a simplement répondu, dans ce cas, tu es livré à toi-même. Puis, il est retourné à sa paperasse,
de la même manière qu'il était retourné à son journal, toutes ces années auparavant, avec mon certificat. Ils sont venus au mariage. Je leur accorde au moins ça. Ils se sont assis au deuxième rang. Ma mère portait une robe bleu pâle, et mon père, un costume qui coûtait probablement plus cher que la première année entière de salaire d'enseignant de Daniel. Et ils ont souri pour les photos, parce que les apparences comptaient plus pour eux que presque tout le reste. Mais après cela, à chaque réunion de famille, à chaque repas de fête, mon père trouvait le moyen de me le rappeler: tu as fait un mariage en dessous de ta condition, Zoé. Il l'a dit tellement de fois, au fil des ans, que cela a même cessé de ressembler à une insulte dans sa bouche. C'était juste un fait qu'il énonçait, de la même manière dont on parlerait de la météo. Je me disais que je pouvais vivre avec ça. Je me disais que ma carrière, mon mariage, et ma propre version, tranquille, du bonheur finiraient par suffire à étouffer sa voix. J'avais tort sur ce point-là, aussi. Le programme d'entraînement avancé pour officier, que j'ai complété des années plus tard, a été l'une des choses les plus dures que j'ai jamais entreprises, tant physiquement que mentalement. Des journées de 14 heures, des semaines passées loin de Daniel, des moments où je me demandais sincèrement s'il me restait encore quelque chose à donner. Quand je me suis enfin tenue sur cette scène, devant mes pairs, devant le drapeau, je voulais, plus que presque tout au monde, que mes parents soient là pour voir ça. Ils m'avaient dit qu'ils viendraient. Je les avais crus, parce qu'une petite part de moi, têtue, n'avait toujours pas retenu la leçon. J'ai continué à fixer ces deux chaises vides pendant toute la cérémonie. Je me disais qu'ils étaient en retard, qu'il y avait eu des bouchons, une urgence, quelque chose de raisonnable. Il n'y avait rien de tout cela. Il y avait seulement la fête d'anniversaire d'un chien, avec des ballons, et un gâteau au glaçage blanc, publié en ligne, à la vue du monde entier, horodaté à l'heure exacte où je recevais mon diplôme. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé pour leur hurler dessus. J'ai fait quelque chose de plus silencieux, à sa manière, de bien plus permanent. J'ai pris mon téléphone et, un par un, j'ai bloqué tous leurs numéros. Pas d'appel, pas de mail, pas de lettres, pas de réseaux sociaux. Un silence total et absolu, de mon côté comme du leur. 5 années se sont écoulées ainsi. Puis, mon téléphone a sonné. Un numéro que je n'avais pas vu depuis une demi-décennie s'est affiché sur mon écran. Arthur Benson, l'avocat de longue date de mon père. J'ai bien failli ne pas décrocher. Une part de moi, vieille et fatiguée, voulait laisser sonner dans le vide, de la même façon que j'avais laissé sonner dans le vide 5 années d'anniversaire et de jours de fête. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Ton père a besoin d'une signature, a dit Arthur. Sa voix était prudente, presque désolée. Dites-lui qu'il a perdu ce privilège il y a 5 ans, ai-je répondu, et je pensais chacun de ces mots. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, plus long que ce à quoi je m'attendais. S'il te plaît, a dit Arthur doucement. Écoute-moi, au moins. Arthur Benson connaissait mon père depuis plus de 20 ans. Et pendant tout ce temps, il ne m'avait pas appelé une seule fois, directement. En grandissant, chaque interaction que j'avais eue avec lui était d'abord passée par mon père. C'était un contact filtré, formel, qui ressemblait toujours davantage à des affaires qu'à une relation de famille. Alors, quand il a demandé s'il pouvait venir chez moi en personne, pour discuter, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas vraiment de l'espoir, plutôt quelque chose qui ressemblait à de la prudence. Je lui ai dit oui, avant d'avoir le temps de m'en dissuader. Il est arrivé un samedi après-midi, à la fin du printemps. Il conduisait une berline sombre, qui jurait avec notre rue tranquille, où les allées étaient fissurées, et où les clôtures penchaient légèrement, usées par des années de vent et d'intempéries. Je l'ai regardé par la fenêtre du salon pendant qu'il se garait. Il a réajusté sa veste, puis il a levé les yeux vers notre maison, avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à cerner. De la surprise, peut-être, ou quelque chose se rapprochant d'une réévaluation. Daniel était dehors lorsqu'Arthur s'est garé. Les manches retroussées jusqu'au coude, il remplaçait un poteau de clôture qui avait pourri pendant l'hiver. Il s'est essuyé les mains sur son jean, et a serré la main d'Arthur avec cette chaleur facile, si naturelle chez lui. Cette même chaleur qui, autrefois,
avait poussé mon père à ricaner avec mépris. Arthur lui a rendu sa poignée de main, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Une sorte d'observation silencieuse, comme s'il était en train de recalibrer une conviction qu'il entretenait depuis longtemps. Nous nous sommes assis à la table de notre cuisine. Cette même table que Daniel avait construite lui-même, l'année de notre emménagement, poncée et vernie le week-end, après de longues journées d'enseignement. J'ai préparé du café. Rien d'extravagant, juste le café que nous buvions tous les matins. Arthur a regardé notre petite cuisine, les photos sur le réfrigérateur, le confort modeste et habité de notre maison. Et je voyais bien qu'il cherchait quelque chose qu'il s'attendait à trouver, en vain. Vous avez une belle vie, ici, a-t-il fini par dire, et je n'aurais su dire s'il s'agissait d'une simple observation, ou d'une excuse. En effet, ai-je dit. C'est la nôtre. Il a hoché la tête lentement. Puis, il a fouillé dans sa mallette, et en a sorti un épais dossier. Le genre de liasse de documents qui vous noue immédiatement l'estomac, avant même d'en avoir lu la première page. Il l'a fait glisser sur la table, vers moi. Ton père a besoin de ta signature là-dessus, a-t-il dit. C'est lié à des questions de succession. La fiducie de ton grand-père. Quel genre de questions de succession? C'est surtout de la paperasse, a répondu Arthur. Et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose de trop lisse, de trop répété, qui m'a fait dresser les poils sur les bras. Une formalité, vraiment. Richard a juste besoin de mettre à jour certains documents de la fiducie, et ta signature est requise, en tant que l'une des bénéficiaires. J'ai ouvert le dossier, et j'ai commencé à lire. Je veux être honnête sur un point, ici. J'ai passé des années à apprendre à lire attentivement, à repérer les détails qui échappent aux autres. Qu'il s'agisse d'un manifeste d'approvisionnement dont les chiffres ne collaient pas, ou d'un rapport d'entraînement discrètement modifié avant d'arriver sur mon bureau, l'armée vous apprend que les détails comptent. Que la différence entre un désastre et la sécurité est, bien souvent, enfouie dans une seule ligne ignorée. Alors, quand j'ai commencé à parcourir ce document, je ne le lisais pas de la manière dont mon père s'imaginait que je le ferais. Il s'attendait à la fille qui, autrefois, acceptait tout ce qu'il lui tendait sans poser de questions. Il ignorait que cette fille n'existait plus. Le vocabulaire était dense, délibérément dense, rempli de tournures juridiques qui semblaient conçues pour décourager une lecture minutieuse, plutôt que de l'y inviter. Il y avait des références à une renonciation des intérêts du bénéficiaire, à une restructuration des parts distributives, et des clauses qui semblaient tourner en rond, sans jamais dire clairement ce qu'elles signifiaient. J'ai relu un paragraphe 3 fois de suite, et je serais toujours bien en peine de vous dire, en termes simples, ce qu'il me demandait réellement d'abandonner. Arthur était assis en face de moi, ses doigts tapotant légèrement contre sa tasse de café, dans un petit rythme d'impatience inconscient. Toutes les quelques minutes, il jetait un coup d'œil à sa montre, puis se reprenait, et levait à nouveau les yeux vers moi, avec un sourire patient et calculé. « Prends ton temps, a-t-il dit, bien que son ton suggérât exactement l'inverse. « J'en ai bien l'intention, ai-je répondu. J'ai continué à lire. Plus je lisais, plus mon instinct me soufflait qu'il ne s'agissait pas de la simple formalité décrite par Arthur. Il y avait une section, enfouie à la 4e page, qui discutait d'un ajustement des pourcentages de distribution principale. Une clause qui semblait déplacer un poids significatif, s'éloignant d'un partage à parts égales. À parts égales entre qui, exactement? Le document ne le disait pas clairement. C'était rédigé de telle sorte que l'on supposait que j'allais signer rapidement, et faire confiance à la procédure. Faire confiance à mon père, comme je le faisais autrefois. J'ai levé les yeux vers Arthur. C'est écrit que c'est mon grand-père qui a établi cette fiducie, pas mon père. C'est exact, a répondu Arthur. Ton père l'a gérée au nom des bénéficiaires, depuis son décès. Gérer, ai-je répété. Pas posséder. C'est exact. Alors, pourquoi a-t-il besoin de ma signature pour modifier la façon dont elle est distribuée, s'il n'a pas l'autorité pour la modifier en premier lieu? Arthur a marqué une pause, juste un peu trop longue, avant de répondre. C'est un peu plus compliqué que cela.
Il y a des dispositions qui permettent un ajustement, avec le consentement des bénéficiaires. Le consentement de qui, précisément? Il n'a pas répondu directement à celle-là. Et ce silence m'en a dit bien plus que tout ce qu'il aurait pu formuler à voix haute. J'ai lentement refermé le dossier, et je l'ai fait glisser vers lui. Je ne signerai pas ça aujourd'hui, ai-je déclaré. Zoé, ton père espérait que cela pourrait être réglé rapidement. Il y a une certaine urgence temporelle en jeu. Je comprends, ai-je dit. Et je le pensais, d'une manière qu'il n'avait probablement pas prévue. Je comprenais parfaitement. Quel que soit le but de ce document, quelqu'un voulait qu'il soit signé vite, avant que je n'aie l'occasion d'y regarder de trop près. Et j'avais passé suffisamment d'années à apprendre à reconnaître l'urgence, lorsqu'elle est utilisée comme technique de pression, pour savoir exactement ce que j'avais sous les yeux. Je ferai lire ceci par mon propre avocat, ai-je ajouté, avant de signer quoi que ce soit. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi le pas de ma porte, Arthur eut l'air sincèrement pris au dépourvu. Pas offensé, pas sur la défensive. Juste silencieusement, visiblement surpris, comme si l'idée que je puisse ne pas simplement obtempérer ne lui avait jamais traversé l'esprit, ni à l'homme qui l'avait envoyé. J'ai trouvé mon propre avocat dans la semaine. Elle s'appelait Patricia Alvarez. C'était une femme vive et méthodique, qui traitait des litiges de succession depuis plus de 15 ans, et qui dégageait ce genre de confiance tranquille qui vous pousse à lui faire confiance dès les 5 premières minutes de conversation. Je lui ai remis le dossier qu'Arthur m'avait laissé, et je lui ai tout raconté. La chronologie, la pression, le langage vague qui semblait conçu pour décourager toute lecture attentive. Elle m'a appelé 4 jours plus tard. Zoé, m'a-t-elle dit, il faut que vous vous asseyiez pour écouter ça. J'étais debout dans ma cuisine quand elle a appelé, le torchon à vaisselle encore à la main, et quelque chose dans son ton m'a fait m'asseoir sur une chaise. Pour faire court, votre grand-père, a-t-elle commencé, a établi une fiducie il y a près de 30 ans. Elle est structurée de manière très spécifique. Et je veux vous détailler exactement ce qu'elle stipule. Car je ne pense pas que votre père s'attendait à ce que vous, ou votre sœur, lisiez un jour les documents fondateurs. Elle m'a expliqué que mon grand-père, un homme dont je n'avais qu'un vague souvenir, surtout comme d'une présence discrète lors des repas de fête, préférant la pêche à la conversation, avait mis de côté une portion significative de sa succession. Il l'avait placée dans une fiducie destinée explicitement à ses petits-enfants. Pas à son fils, pas à Richard. Pour moi et Émilie, divisée à parts égales, pour être distribuée sous des conditions spécifiques, telles que définies dans les documents originaux de la fiducie. Mon père avait été nommé fiduciaire, responsable de gérer les actifs de manière responsable, en notre nom, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Mais la gestion, a expliqué Patricia avec soin, ce n'est pas la propriété. Il avait un pouvoir discrétionnaire sur les décisions d'investissement et les distributions, dans des limites très strictes. Ce qu'il n'avait pas, sous aucune circonstance définie dans le document original, c'était l'autorité de modifier unilatéralement la répartition de la fiducie elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on me demandait de signer, ai-je demandé, bien qu'une part de moi eût déjà commencé à assembler les pièces du puzzle. Une renonciation volontaire, a dit Patricia. Essentiellement, vous signez l'abandon d'une part significative de vos intérêts de bénéficiaire, en restructurant le partage de manière à ce que votre sœur reçoive l'écrasante majorité de la valeur de la fiducie lors de la distribution finale. Je suis restée assise là, dans ma cuisine, le torchon encore humide à la main. Et j'ai senti quelque chose d'étrange se produire à l'intérieur de ma poitrine. Pas de la rage, ni la colère brûlante et immédiate à laquelle j'aurais pu m'attendre. Quelque chose de plus froid, et, d'une certaine façon, de plus clair. Pourquoi aurait-il besoin de ma signature, après tout, ai-je demandé lentement. S'il n'est que le fiduciaire, ne pourrait-il pas simplement distribuer l'argent comme il l'entend? Parce que la fiducie originale protège explicitement le partage à parts égales, à moins que les deux bénéficiaires ne conviennent du contraire par écrit, a répondu Patricia. Votre père ne peut pas, simplement, décider de donner plus à Émilie. La seule façon que cela se produise, c'est si vous cédez volontairement votre part.
Ce qui explique probablement pourquoi on a fait pression pour agir vite, et pourquoi le langage du document était rédigé ainsi. Il est conçu pour masquer exactement ce à quoi vous renonceriez. J'ai pensé aux fêtes d'anniversaire d'Émilie. J'ai pensé au ruban de participation, au ballon, au gâteau d'anniversaire du chien avec son glaçage blanc, horodaté à l'heure exacte où je me tenais sur cette scène, dans mon uniforme de cérémonie. J'ai repensé à chaque instant silencieux, infime, tout au long de ces 36 années, où l'on m'avait fait comprendre, par de grandes ou de petites choses, que je comptais moins. Et, à présent, je comprenais, ce n'était pas nouveau. C'était simplement la version la plus vaste, la plus lourde de conséquences, d'un schéma qui existait depuis que j'étais en âge de faire la différence entre être aimé et être toléré. Ce qui m'a le plus surprise, assise dans ma cuisine avec la lumière de l'après-midi filtrant à travers la fenêtre, c'est le calme que j'ai ressenti. J'avais passé des années à me préparer à un moment comme celui-ci, à une ultime confirmation de ma place exacte dans la hiérarchie familiale. Et, maintenant que ce moment était arrivé, sous la forme d'un document juridique conçu pour me dépouiller de ce qui m'appartenait de droit, je ne me sentais pas anéanti. Je ressentais quelque chose qui ressemblait plutôt à de la lucidité. Pour la première fois depuis bien plus longtemps que je ne saurais m'en souvenir, je comprenais exactement ce que voulait mon père, et exactement ce qui l'effrayait. Il avait peur que je dise non. Il avait besoin de ma coopération, de ma docilité, de ma vieille habitude de lui faire confiance sans poser de questions. Et il avait construit un document tout entier, autour de la supposition que ces habitudes existaient toujours en moi. Ce n'était pas le cas. Plus maintenant. Que souhaitez-vous faire ? A demandé Patricia, sa voix prudente, professionnelle, attendant mes instructions. J'ai pensé aux chaises vides, lors de ma remise de diplôme. J'ai pensé aux années de silence que je m'étais bâtie pour moi-même, brique par brique. À la manière dont on érige un mur, non par haine, mais par nécessité, parce que l'alternative, c'était de laisser les gens continuer à vous blesser, éternellement, de la même manière familière. J'ai pensé à Daniel, dehors, en train de réparer notre clôture. À la vie calme et stable que nous avions construite ensemble, et que mon père avait autrefois jugée indigne de moi. Et, pour la première fois en 5 ans, j'ai senti quelque chose proche de l'amusement poindre sous la surface de mon calme. J'aimerais voir à quel point ils peuvent devenir désespérés, ai-je dit. Patricia n'a rien dit dans l'immédiat. Puis, après un silence, j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui ressemblait presque à du respect. « C'est compris », a-t-elle répondu. « Nous ne signerons rien. Nous allons voir comment les choses évoluent. » J'ai raccroché le téléphone, et je suis restée assise dans ma cuisine un long moment. Je fixais le dossier qu'Arthur avait laissé derrière lui, fixant ce langage dense, délibérément confus, que mon père avait espéré me voir survoler. De la même façon que tant d'autres choses m'avaient échappé au fil des ans. Pour la première fois depuis mon enfance, depuis que je m'étais tenue dans cette salle à manger avec un certificat dont tout le monde se moquait, j'ai eu l'impression que toutes les cartes de cette partie précise étaient entre mes mains. Je ne me sentais pas triomphante, à vrai dire. Je me sentais patiente. Et, quelque part sous cette patience, de façon calme et constante, je ressentais aussi autre chose. Une chose que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau, du moins pour tout ce qui concernait ma famille. Je me sentais prête. Les appels ont commencé 3 jours après que j'ai dit à Patricia de suspendre toute signature. Le numéro de mon père, toujours enregistré dans mon téléphone sous un nom que je n'avais pas regardé depuis 5 ans, s'est allumé sur mon écran 4 fois en une seule après-midi. Je l'ai laissé sonner dans le vide à chaque fois. Puis sont venus les SMS. Court et sec, au début, comme il communiquait lorsqu'il croyait encore détenir tous les moyens de pression. « Zoé, appelle-moi. C'est important. Nous devons discuter des documents. » Je les ai lus, puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Et, à l'intérieur de moi, j'ai remarqué, presque avec détachement, à quel point cela me semblait familier. Être convoqué, plutôt qu'invité. À la fin de la semaine, les messages avaient changé de ton. Plus long, plus urgent. Ma mère s'est mise à appeler, elle aussi. Une chose qu'elle faisait rarement, sans y être poussée par mon père. J'ai laissé ces appels aller sur la messagerie vocale également.
Même si, je l'avoue, la première fois que j'ai entendu sa voix se briser légèrement au début d'un message, quelque chose d'ancien et de tendre a vacillé dans ma poitrine. Mais je me suis vite ressaisie, et je me suis souvenu d'exactement combien de ces larmes, au fil des ans, avaient été réservées pour des choses bien moins importantes qu'une remise de diplôme avec 2 chaises vides. Émilie a appelé un mardi soir, alors que Daniel et moi faisions la vaisselle après le dîner. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran, j'ai senti le coin de ma lèvre tressaillir, et j'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé 4 fois de plus dans l'heure, avant de finalement envoyer un SMS, « Il faut qu'on parle. Ça touche toute la famille, pas seulement toi. » Je n'ai répondu à rien de tout ça. 5 années de silence m'avaient appris que répondre, même brièvement, même par une vieille politesse réflexe, ne servait jamais qu'à rouvrir une porte qu'il valait mieux laisser fermer. C'est mon père qui a finalement fait monter les enchères de manière officielle. Arthur a appelé Patricia directement pour demander une rencontre formelle. Et mon père a insisté pour qu'elle ait lieu en personne, dans un restaurant de son choix. Le genre d'endroit avec des nappes blanches et une carte des vins plus longue que la plupart des menus, le genre d'endroit où il s'était toujours senti le plus à l'aise pour jouer la version de lui-même que l'instant exigeait. J'ai accepté d'y aller. Daniel a proposé de m'accompagner. Et, d'un côté, je voulais qu'il soit là. Je voulais la chaleur réconfortante de sa présence à mes côtés, pour affronter mon père à nouveau, pour la première fois en 5 ans. Mais je lui ai dit non. C'était une chose que je devais accomplir seule, de la façon dont j'avais appris, lentement et douloureusement, à surmonter la plupart des épreuves difficiles de ma vie. Mon père était déjà attablé à mon arrivée, un verre de scotch posé devant lui. Son costume était repassé avec cette même précision affûtée dont je me souvenais, pour chaque dîner important de mon enfance. Il s'est levé en me voyant, m'a offert un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et m'a fait signe de m'asseoir. Comme si 5 ans n'avaient pas passé, comme si notre dernière conversation ne s'était pas achevée sur lui me disant que j'étais livrée à moi-même. « Tu as bonne mine », m'a-t-il dit. Ce qui, ai-je noté silencieusement, était la première chose qu'il me disait depuis une demi-décennie, et c'était un commentaire sur mon apparence, plutôt qu'une quelconque excuse. Je vais bien, ai-je répondu, et j'en suis restée là. Il a d'abord tenté l'approche en douceur. Il a parlé de la famille, de combien ma mère et lui m'avaient regretté, de la manière dont le temps avait le don de guérir les vieilles blessures, si on le laissait faire. Il n'a pas mentionné une seule fois les chaises vides de ma remise de diplôme. Il n'a pas mentionné la fête d'anniversaire du chien. Il parlait comme si les 5 dernières années avaient été une perturbation météorologique malencontreuse, finissant par se dissiper d'elle-même, et non un silence que j'avais bâti délibérément, brique par brique, à cause de ses propres choix. Quand je n'ai pas réagi comme il le souhaitait, son ton a changé, comme il finissait toujours par le faire. « Émilie a besoin de ça, Zoé », a-t-il affirmé, en se penchant légèrement en avant. Elle n'a pas eu les avantages que tu as eus, la stabilité, la carrière. Elle a besoin de cette distribution de fiducie pour remettre sa vie sur les rails. Ma stabilité, je l'ai construite toute seule, ai-je dit doucement. Personne ne me l'a servie sur un plateau. Tu as déjà réussi, a-t-il poursuivi, comme si je n'avais pas parlé. Tu as ta carrière, ton mari. Et là, sa voix a légèrement baissé. La condescendance, familière et ancienne, refaisant surface malgré ses efforts pour l'enfouir. Ta petite vie simple. Pourquoi as-tu besoin de plus? Et voilà. C'était fait. La même phrase, portant des vêtements légèrement différents, tu as fait un mariage en dessous de ta condition. Sauf que, cette fois, elle était déguisée en préoccupation pour ma sœur, plutôt qu'en jugement sur mes choix. Mais en dessous, c'était très exactement le même sentiment, celui qui m'avait poursuivi à chaque réunion de famille pendant une décennie. J'avais suffisamment de succès pour ne pas avoir besoin de ce qui me revenait de droit, et Émilie était suffisamment dans le besoin pour mériter ce qui ne lui était jamais revenu de droit. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai posé le dossier que Patricia avait préparé sur la table, entre nous. L'analyse complète des documents originaux de la fiducie de mon grand-père, le langage explicite protégeant le partage équitable, la section que mon père avait espéré que je ne lirais jamais d'assez près pour la comprendre.
J'ai vu quelque chose changer sur son visage, lorsqu'il l'a regardé. L'expression lisse et patiente qu'il arborait depuis mon arrivée s'est fissurée légèrement sur les bords, remplacée par quelque chose de plus acéré, de plus alerte. « Où as-tu trouvé ça » a-t-il demandé doucement. « Je l'ai lu » ai-je dit. « En entier. Chaque mot que grand-père a réellement écrit, pas seulement les passages que tu voulais bien me laisser voir. » Sa mâchoire s'est contractée. Pendant un long moment, il n'a rien dit du tout. Et je l'ai regardé recalculer. Je l'ai regardé comprendre, enfin, que la fille assise en face de lui n'était plus la même que celle qui, autrefois, acceptait sans sourciller tout ce qu'il lui tendait. Je me suis levée avant qu'il ne puisse recouvrer son calme. Non, ai-je dit. Juste ça, rien de plus. Et je suis sortie de ce restaurant sans me retourner, le laissant assis là, avec son scotch et son dossier. Et, pour la première fois de sa vie, sans aucune réponse toute prête. Les courriers d'avocats ont commencé à arriver dans les 2 semaines. Mon père, en fin de compte, supportait mal le rejet. Surtout de la part d'une personne qu'il avait, pendant 36 ans, cru pouvoir diriger simplement en contrôlant le récit qui l'entourait. Il a engagé un cabinet extérieur, différent de celui d'Arthur, et a adopté ce que Patricia appelait une « posture agressive ». Il a déposé des requêtes, remettant en cause la validité de mon refus de signer. Il arguait, dans un jargon juridique opaque, que l'intention originelle de mon grand-père avait été mal interprétée pendant des décennies, et nécessitait une clarification judiciaire. Patricia a lu chaque document avec la même minutie patiente dont elle faisait preuve depuis le début. Et, à chaque fois, elle m'appelait ensuite, calme et mesurée. Il se raccroche aux branches, m'a-t-elle dit un jour. Ses arguments ne tiennent pas face aux termes clairs de la fiducie. Il espère que le coût et le stress de la procédure judiciaire vous feront plier, avant même que cela n'arrive devant un juge. Il ne comprenait pas que j'avais passé toute une carrière à m'entraîner exactement pour ce genre de pression. Les longs déploiements vous apprennent des choses sur l'endurance qui n'apparaissent pas sur le papier. Vous apprenez à fonctionner lucidement, quand tout autour de vous est conçu pour vous faire paniquer. Vous apprenez que la personne qui reste la plus calme gagne généralement. Non pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce que la panique brouille le jugement, et que la lucidité y survit. Émilie, de son côté, a opté pour une approche très différente. Elle a commencé par publier de vagues allusions à ce sujet. Le genre de publication cryptique sur les réseaux sociaux, conçu pour susciter la sympathie sans nommer de coupable, certaines personnes ne s'intéressent qu'à l'argent. La famille ne signifie plus rien pour certains. Puis, de manière beaucoup moins floue, elle a posté un message qui me nommait directement. Elle m'y qualifiait d'égoïste, m'accusant d'essayer de voler ce que notre grand-père lui avait destiné. Elle m'accusait d'avoir abandonné notre famille pendant 5 ans, pour revenir en force uniquement lorsqu'il y avait de l'argent en jeu. D'anciens amis du lycée ont commencé à me contacter. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'une décennie, soudain curieux, soudain inquiets, posant des questions prudentes et inquisiteuses, déguisées en sollicitude. « Est-ce que tout va bien dans ta famille ?» Émilie a posté un truc inquiétant. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'avais appris, lentement et à mes dépens, que s'expliquer devant des gens qui avaient déjà décidé à quelle version de l'histoire ils voulaient croire ne servait presque jamais à rien, sauf à s'épuiser. Au lieu de cela, Patricia et moi avons laissé la paperasse parler. Chaque accusation, chaque manœuvre juridique de l'équipe de mon père fut contrée par des documents. Les termes originaux de la fiducie, la clause explicite protégeant le partage égalitaire, les registres montrant les frais de gestion prélevés par mon père au fil des ans. Des frais qui, à y regarder de plus près, semblaient excéder ce que les directives mêmes de la fiducie l'autorisaient à prélever. Ce dernier détail, enfoui dans des relevés financiers que l'équipe de Patricia avait obtenus par assignation, a semblé changer la donne. Arthur m'a appelé directement, pour la première fois depuis notre conversation dans ma cuisine. Sa voix était différente, cette fois-ci. Fatiguée, d'une manière qui était nouvelle. L'assurance lisse et professionnelle dont je me souvenais, après des années à le voir travailler pour mon père, avait laissé place à quelque chose de plus hésitant. « Zoé, a-t-il dit, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi.
D'accord. Étais-tu au courant des anomalies concernant les frais de gestion, avant que tout ceci ne commence? Non, ai-je répondu honnêtement. Mon avocate les a découvertes pendant l'instruction. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je représente ton père depuis plus de 20 ans, a-t-il fini par dire, doucement. J'ai cru sa version des faits quand tout cela a commencé. Je l'ai cru quand il m'a affirmé qu'il s'agissait de simple paperasse, d'une formalité. Une autre pause, plus longue cette fois. Je ne pense plus que ce soit la vérité. Je n'ai rien dit dans l'immédiat. Une vieille part de moi voulait se sentir justifiée. Voulait savourer la satisfaction d'être crue, après des années à ne pas l'avoir été. Mais, ce que je ressentais, c'était principalement quelque chose de plus calme, et de plus complexe. Arthur n'était pas mon ennemi. Il était simplement un homme qui avait accordé sa confiance à la mauvaise personne pendant très longtemps, comme je l'avais fait autrefois. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» ai-je demandé. « Les relevés de frais, » a-t-il répondu, et autre chose. Il m'a demandé de rédiger des formulations qui masqueraient encore plus lourdement la clause de redistribution, après que ton avocate ait commencé à poser des questions. Il voulait qu'elles soient plus difficiles à détecter lors d'une lecture rapide. J'ai rédigé beaucoup de documents pour ton père au fil des ans, Zoé. Mais je n'en ai jamais rédigé un dans le but de tromper la propre fille de mon client. Sa voix s'est légèrement brisée. Je crois que je dois reconsidérer ma position dans cette affaire, dans sa totalité. J'ai laissé planer ces mots un instant, regardant par la fenêtre de ma cuisine. Je voyais Daniel, dans le jardin, en train d'apprendre patiemment au fils des voisins à faire une bonne passe vrillée avec un ballon de football américain. Complètement ignorant de la conversation qui se tenait à l'intérieur. Stable, bienveillant, exactement le genre de personne que mon père avait un jour jugé indigne de moi. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit à Arthur. Et je le pensais vraiment. Je pense, a ajouté Arthur lentement, que ton père m'a menti sur la nature de toute cette demande, et ce, depuis le tout début. La réunion finale de négociation fut programmée un jeudi matin, dans une salle de conférence située au 14e étage de l'immeuble où le cabinet d'Arthur opérait, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Mon père avait demandé à ce qu'elle se tienne là, plutôt qu'au bureau de Patricia, et j'ai compris pourquoi à l'instant même où j'y ai mis les pieds. Il voulait l'avantage du terrain, la table en acajou poli, le mur de fenêtres dominant la ville, toute la théâtralité du pouvoir, qui avait toujours été son langage de prédilection. Il est arrivé parfaitement à l'heure, habillé de manière impeccable. Il se tenait avec cette même posture confiante que j'avais observée toute ma vie. L'attitude d'un homme qui n'a jamais douté un seul instant que les choses finiraient par tourner en sa faveur. Émilie s'est assise à ses côtés, les bras croisés, refusant de me regarder directement. Ma mère n'était pas là. Je l'ai remarqué immédiatement. Et une part de moi a compris qu'elle avait probablement choisi, une fois de plus, de se soustraire aux aspects inconfortables du conflit familial. Comme elle l'avait toujours fait. Arthur s'est installé en bout de table, et j'ai noté à quel point il paraissait différent de l'homme qui était entré dans ma cuisine, quelques mois plus tôt. Plus silencieux, plus sur ses gardes. Il a croisé à peine le regard de mon père en s'asseyant. Et j'ai compris, en observant la distance subtile qui les séparait, que la loyauté qui existait entre ces deux hommes depuis plus de 20 ans avait commencé à s'éroder, d'une manière impossible à réparer facilement. Mon père a ouvert la réunion avec assurance, comme il ouvrait chaque réunion de sa vie, certain que sa seule présence suffirait à faire pencher la balance de son côté. Je pense que nous pouvons régler cela rapidement, a-t-il déclaré, en faisant glisser un document révisé sur la table, en ma direction. J'ai demandé à mon équipe de rédiger une version finale, raisonnable et équitable pour toutes les parties concernées. Je l'ai pris et j'ai commencé à lire. Patricia, assise à mes côtés, restait silencieuse et observait. Le document était différent du premier. Formulé avec plus de soin, enrobé d'un vocabulaire juridique plus adouci. Mais la structure sous-jacente demeurait la même, une redistribution, une restructuration. Mon père, semblait-il, n'avait pas pu résister à l'envie d'ajouter, cette fois-ci, une couche supplémentaire de protection pour lui-même.
Il s'agissait d'une clause lui accordant une autorité continue sur le calendrier des distributions, et sur les décisions de gestion des actifs, même après que la redistribution ait pris effet. Des formulations conçues pour garder la main mise sur la fiducie indéfiniment, quoi qu'il advienne entre Émilie et moi. Je l'ai lu une fois. Puis, je l'ai relu une seconde fois, plus lentement. Et c'est à la seconde lecture que quelque chose a attiré mon attention. Une phrase, enfouie dans une proposition subordonnée de la 3e page. Une clause que mon père avait de toute évidence ajoutée lui-même, persuadé qu'elle consoliderait sa position. Je l'ai ressentie avant même de la comprendre pleinement, à la manière dont on saisit parfois les contours d'une blague avant d'en avoir consciemment déchiffré la chute. J'ai lu la clause une 3e fois, pour en être sûr, la croisant mentalement avec mes souvenirs du document original de la fiducie. Celui que mon grand-père avait rédigé des décennies auparavant, celui que Patricia et moi avions étudié avec tant de soin. Et là, j'ai ri. Pas un rire poli et contenu. Un vrai rire, de ceux qui vous prennent par surprise et gonflent avant que vous ne puissiez les arrêter. Le genre de rire qui a fait se redresser Arthur sur sa chaise, et qui a visiblement crispé la mâchoire de mon père, de l'autre côté de la table. Ai-je manqué quelque chose, a demandé Arthur, sincèrement confus, regardant alternativement le document et moi-même, comme s'il tentait de localiser ce que j'y avais trouvé. J'ai tourné le dossier et je l'ai fait glisser sur la table vers lui, en tapotant la clause d'un doigt, luttant encore pour stabiliser ma respiration. Il l'a écrite lui-même, n'est-ce pas, ai-je dit. Cette phrase précise, juste là. Arthur l'a lue attentivement, ses yeux balayant la page une fois, puis une seconde fois. Et j'ai observé l'instant précis où la compréhension l'a frappé, car toute sa posture a changé. Ses épaules se sont légèrement affaissées, sa bouche s'est entr'ouverte comme pour parler, avant de se refermer. Il s'avérait que mon père, dans son empressement à s'assurer le contrôle permanent de la fiducie, indépendamment du résultat de la redistribution, avait ajouté une clause s'octroyant une autorité de gestion continue. Or, cette clause entrait directement en contradiction avec une disposition spécifique et inébranlable du document original de mon grand-père. Une disposition qui stipulait explicitement que toute tentative d'accorder au fiduciaire une autorité au-delà de l'exécution de la distribution annulerait entièrement le rôle du fiduciaire, et déclencherait la distribution complète et immédiate aux bénéficiaires, selon les termes égalitaires initiaux. Il n'avait pas seulement échoué à me prendre davantage. Il avait accidentellement déclenché la clause exacte qui me garantissait de recevoir, immédiatement, la totalité de ma part d'origine, sans plus aucune implication de sa part en tant que fiduciaire. En essayant de sécuriser un contrôle permanent, il s'était lui-même complètement rayé de l'équation. Et, ce faisant, il avait restauré la fiducie dans le partage strictement égalitaire que mon grand-père avait toujours souhaité. Arthur a lentement reposé le document, le visage pâle. Il n'aura absolument rien de tout ça, a-t-il dit doucement, presque pour lui-même, comme s'il pouvait à peine croire les mots qu'il prononçait. Mon père a vivement repris le document, le parcourant frénétiquement des yeux, son sang-froid finissant par voler complètement en éclats. Ce n'est pas. C'est une erreur d'écriture. Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire. C'est exactement ce que vous avez écrit, a répondu Arthur. Et il y avait un caractère définitif dans sa voix. Quelque chose qui m'indiquait que cette conversation, et cette amitié de 20 ans, avaient atteint leur véritable point de rupture. Je vous avais dit de ne pas ajouter cette clause sans me laisser la vérifier au préalable. Vous avez insisté pour vous en charger vous-même. Émilie les regardait tous les deux, complètement perdus. Ne comprenant toujours pas ce qui venait de se produire, attendant toujours que quelqu'un lui explique comment tout cela avait pu si mal tourner, si vite. Mon père restait assis là, le dossier entre ses mains tremblantes, les couleurs quittant lentement son visage. Entièrement défait par sa propre avidité, par sa propre incapacité à laisser simplement les choses se faire à parts égales, de la manière dont son père l'avait toujours voulu. Je me suis adossée à ma chaise, reprenant encore mon souffle après mon éclat de rire, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Une chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas exactement du triomphe, mais quelque chose de plus silencieux, et de bien plus satisfaisant. Le juge a finalisé la distribution 6 semaines plus tard, et cela s'est passé presque en silence.
Comme se produisent souvent les vrais dénouements, sans les drames ni le spectacle qui avait défini chaque autre chapitre de cette histoire. La clause de mon père s'est avérée être exactement ce qu'Arthur avait dit. C'était une erreur fatale, qu'il s'était infligée à lui-même, et le tribunal a maintenu le texte original de la fiducie de mon grand-père sans l'ombre d'une hésitation. Un partage à parts égales. Plus aucune marge de manœuvre discrétionnaire laissée aux fiduciaires. Plus la moindre possibilité, pour quiconque, de faire discrètement pencher la balance dans une direction ou dans une autre, plus jamais. Richard avait tout perdu. Et je veux être honnête sur un point. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que je m'attendais à éprouver. Je pensais, quelque part dans un coin de mon esprit, que le voir perdre ressemblerait à une forme de justice, triomphante et totale. Au lieu de cela m'a semblé étrangement petit, presque décevant, à la manière dont s'achèvent souvent les longs conflits de la vie réelle. Il n'était plus le grand méchant d'une histoire. Il n'était qu'un vieil homme fatigué, qui avait passé toute sa vie à confondre le contrôle avec l'amour, et qui, finalement, était à court de moyens pour masquer la différence entre les deux. Émilie m'a appelé une fois, environ un mois après que tout soit réglé. Sa voix était différente de dans mes souvenirs, plus douce, moins assurée. Elle ne s'est pas excusée à proprement parler, pas complètement, mais elle a dit quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose sur le fait de réaliser qu'elle n'avait jamais rien eu à construire par elle-même, et de ne pas savoir ce que cela disait d'elle, maintenant que le filet de sécurité avait enfin, et définitivement, disparu. J'ai écouté. Je n'ai pas offert un pardon que je ne ressentais pas encore, mais je ne lui ai pas raccroché au nez non plus. Certaines portes, j'ai fini par l'apprendre, n'ont pas besoin d'être claquées. Elles peuvent simplement être laissées entrebâillées, pour n'importe quelle version future d'une relation qui pourrait un jour s'y aventurer, si cela devait arriver. Mon père a demandé à me voir 2 fois, après la décision de justice. Les 2 fois, j'ai refusé. Non par cruauté, et même plus tout à fait par colère. J'ai refusé parce que j'avais finalement compris une chose qu'il m'avait fallu 36 ans et la fête d'anniversaire d'un chien pour assimiler. Tourner la page ne nécessite pas toujours une conversation. Parfois, cela requiert simplement la décision de cesser d'en attendre une. Ma part de la fiducie ayant été finalement distribuée, comme mon grand-père l'avait toujours souhaité, j'ai fait des choix qui me ressemblaient bien plus que tout ce vers quoi ma famille avait toujours essayé de me pousser. J'ai créé un fonds de bourse d'études pour les enfants de militaires en service actif. Des enfants qui déménagent tous les 2 ans, et qui reconstruisent leur vie entière, encore et encore, sans qu'on ne leur ait jamais demandé si c'est ce qu'ils souhaitaient. J'ai fait un don à un programme de soutien aux familles ayant perdu un proche militaire. Celles qui portent un deuil qui ne se dissipe jamais totalement, mais qui ne fait que changer de forme avec le temps. Et, parce que Daniel avait passé plus d'1 décennie à s'investir corps et âme dans un métier qui le payait bien moins qu'il ne le méritait, et qui offrait bien plus que ce que la plupart des gens ne remarquent jamais, j'ai donné une partie significative à des programmes de formation pour les enseignants. Ce travail silencieux, sans faste, qui consiste à façonner de jeunes esprits, et qui est si rarement célébré à sa juste valeur. Rien de tout cela n'avait pour but de prouver quoi que ce soit à mon père. Cette partie de moi, celle qui avait passé des années à espérer que mes réussites finissent par m'attirer son approbation, était morte quelque part, entre une chaise vide à ma remise de diplôme, et un gâteau d'anniversaire pour chien recouvert de glaçage blanc. Ce que j'ai bâti à la place était, tout simplement, une extension de la vie que Daniel et moi avions déjà créée ensemble. Calme, solide, et entièrement la nôtre. Il m'arrive encore de repenser à cette cérémonie, debout dans mon uniforme de cérémonie, scrutant la foule à la recherche de 2 visages qui ne sont jamais apparus. Autrefois, j'y repensais avec une sensation de tiraillement, une douleur dans la poitrine. Désormais, lorsque cela me vient à l'esprit, c'est davantage comme de regarder la vieille photographie de quelqu'un que j'étais autrefois. Quelqu'un qui attendait encore quelque chose de la part de personnes qui n'allaient jamais lui offrir. Daniel et moi nous sommes tenus dans notre jardin, le soir après la signature des tout derniers documents. Ce moment n'avait rien de dramatique. Il n'y avait que nous 2 dans la lumière déclinante, la clôture qu'il avait réparée se dressant solidement derrière nous, et une tasse de café tiède entre mes mains. Pas de manoir, pas de fête extravagante. Seulement cette paix calme, ordinaire,
que nous avions construite pour nous-mêmes, brique par brique. Avec la même patience que j'avais, autrefois, mise à profit pour construire tout ce qui a de la valeur. Ça va, a demandé Daniel. Il me regardait comme il l'avait toujours fait, avec attention, comme si ma réponse avait une réelle importance à ses yeux. Je vais bien, ai-je répondu. Et, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvenais, je le pensais de tout mon être. La partie la plus amusante de toute cette histoire, ce n'est pas que mon père est perdu. C'est qu'il a passé 5 années à croire que je désirais toujours son approbation. Que j'avais encore besoin qu'il me voie, enfin, de la même façon dont il avait toujours vu ma sœur. La vérité, c'est que j'avais cessé d'en avoir besoin la nuit précise où il avait choisi l'anniversaire d'un chien, au détriment de la remise de diplôme de sa propre fille. Tout ce qui a suivi, c'était simplement lui découvrant, un document juridique après l'autre, depuis combien de temps exactement cette porte était déjà verrouillée. Si vous êtes allé jusqu'ici avec moi, je voudrais vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu à tourner le dos à des gens qui étaient censés vous aimer inconditionnellement, dans le seul but de pouvoir, enfin, vous retrouver vous-même? J'adorerais savoir d'où vous me regardez ce soir, et si une quelconque partie de cette histoire vous a semblé familière. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-le moi. Nous avons tellement d'autres histoires de ce genre à partager avec vous. Alors, si cela vous a tenu compagnie aujourd'hui, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Continuons de faire route ensemble.